Merci Jean-Marie d'avoir choisi plutôt Espace Marx que la manifestation des retraités. Mais ça ne fait rien, il faut le dire, hein, c'est très important pour nous. Oui. Mais je t'en remercie vraiment. Et je te donne tout de suite la parole. Donc, tu vas nous parler un petit peu de syndicalisme unifié, voire plus. Donc, à toi. Effectivement, c'est une bonne introduction parce que mon intervention, elle va être assez de terrain, de syndicaliste. Effectivement, j'étais censé être à Paris avec mes camarades retraités et j'ai choisi finalement de répondre à votre invitation, dont je vous remercie. En deux mots, moi, dans une vie antérieure, j'ai été prof de SES. La thèse de sociologie que j'ai soutenue en 1995 m'amène à intégrer l'université de Rouen, où je me spécialise rapidement sur les questions de formation professionnelle continue, ce qui va déterminer par la suite un peu ma carrière et mes réflexions. Mon propos donc tourne en partie autour d'un bouquin, je n'ai même pas pensé le sortir de ma série, autour d'un bouquin que nous avons co-écrit, notamment avec Christian Laval, qui est intervenu, je crois, ce matin, Louis-Marie Barnier et Erwan Lehoux, que nous avons intitulé le syndicalisme en tiret commun, donc le syndicalisme en commun, pour argument pour une refondation. Bon, alors bien entendu, les propos que je tiens n'engagent que moi et pas mes co-auteurs. Là, on est dans le verbal. Je crois qu'effectivement, c'est une préoccupation qui irrigue complètement ces journées. Je l'ai repéré dans la contribution de Vincent, par exemple, celle de Jacques Binet aussi, la question des communs, de construire des communs, parce que je réfute l'idée qu'il existerait des communs en soi, par essence, des biens communs qui le seraient par essence. Non, je pense que ce qui est commun, c'est ce que nous décidons de construire ensemble et de mettre en œuvre. Là-dessus, Dardot et Laval, d'ailleurs, ont écrit pas mal de choses passionnantes. Alors, je l'applique à la question du syndicalisme. Et je vais donc, dans une première étape, tenter de répondre à la question pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de passer à cette refondation, mais dans un deuxième temps, comment concrètement on peut espérer avancer un petit peu. Autrement dit, nous, on a essayé de ne pas être seulement dans le rétroactif, ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, l'école. Bon, c'est toujours passionnant, bien entendu, mais on essaie d'aller un peu plus vers des propositions. Alors, pourquoi d'abord? Pourquoi ce syndicalisme en commun à construire? Rappelons-nous, le syndicalisme originel, il est né dans un contexte qui est aujourd'hui dépassé. Ce contexte, c'était celui de la révolution industrielle, un contexte qui a donné naissance à une société donc industrielle, productiviste, marquée par le taylorisme et la production de masse, un modèle par ailleurs fort peu soucieux de la nature, dont il fallait se rendre maître, comme nous le savons. Et ce syndicalisme-là, il gagna en force et en puissance au sein même donc, de l'industrie, notamment et largement extractiviste, avec son fameux modèle emblématique du militant ouvrier, le métallo bien connu, métallo par ailleurs assez viriliste. Bien, le tout englobé dans une croyance quelque peu aveugle dans le progrès, ce qui évitait de se poser trop de questions sur l'avenir que construisait ce progrès. On pense évidemment à tous les désastres écologiques qui ont frappé l'humanité depuis le 19e siècle. Ce modèle-là, donc, il a aujourd'hui disparu. Le modèle de la société industrielle, extractiviste, productiviste, etc. Ça ne veut pas dire que ça a été remplacé par quelque chose de mieux, bien entendu. Mais le fait est qu'il a disparu sous le poids de l'offensive néolibérale. 40 ans, quand même. 40 ans.
que nous le subissons. C'est un processus de longue haleine. Cette offensive, elle commence sur le terrain de l'entreprise, qui en quelques décennies a été profondément transformée, au moins dans les pays hautement industrialisés. Du modèle taylorien, production de masse, on passe au juste temps, à l'entreprise en réseau, à l'idéologie de l'individu entrepreneur de lui-même et à un impératif que je qualifierais de conscient de l'employabilité. À chacun d'assurer sa propre employabilité. J'y reviendrai par la suite. Offensive sur le terrain d'entreprise, offensive sur le terrain politique, favorisée, il faut bien le dire, par l'effondrement de l'URSS, qui a ouvert un espace supplémentaire à la théorie complètement fausse selon laquelle il n'y a pas d'alternative. Mais effectivement, factuellement, ça pesait assez lourd. Et puis enfin, une offensive néolibérale sur le terrain sociétal, avec la récupération des idéaux post-68. Là-dessus, le bouquin de Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, me semble effectivement assez incontournable et décrit bien, analyse bien les choses. Ces idéaux, complètement repris par le néolibéralisme, perverti et conduisant à un consumérisme hyper-individualiste généralisé. Je pense toujours à ce propos au fameux slogan d'une grande marque mondialement connue de produits de beauté, « parce que je le veux bien ». Ben, vous voyez la force que représente cette affirmation, « parce que je le veux bien », je, où est le collectif là-dedans, on y reviendra. Bon, donc, le résultat de cette offensive, ce troisième volet de l'offensive, c'est qu'on est passé à une logique du chacun pour soi, hein, et très orienté vers les questions sociétales. Là-dessus, que ce soit Nancy Fraser, Ernesto Laclau, Slavoj Zizek et bien d'autres encore, sont tous d'accord pour dire que dans les 40 dernières années, on est passé du social, des questions sociales, économiques, à des questions sociétales. Ce qui nous éloigne malheureusement du cœur de l'exploitation. Donc, compte tenu de ces évolutions, le syndicalisme doit faire face à une double responsabilité. D'une part, il lui incombe toujours d'accomplir sa mission originelle, consubstantielle, ontologique, on a presque envie de dire, celle d'en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Enfin, on peut dire aujourd'hui de l'homme et de la femme par l'homme et la femme. En finir avec l'exploitation, c'est-à-dire lutter pour en finir avec l'appropriation par une minorité de propriétaires des moyens de production, de la valeur créée par la grande masse des salariés. Bon, autrement dit, en finir avec le salariat et l'abolition du capitalisme. Mais notamment, pas que, mais largement, pour les raisons que j'ai précédemment évoquées, il n'est plus, ce syndicalisme, le seul porteur universel d'un projet émancipateur. C'était vrai encore largement au cours du XXe siècle. Encore une fois, l'ouvrier métallurgiste, la classe ouvrière de masse, dans les usines, etc., porteur d'un idéal. Alors, on va discuter l'idéal, il y a peut-être eu des erreurs, ça c'est autre chose, mais ce syndicalisme-là était bien ce porteur d'un idéal émancipateur universel. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai parce que la classe ouvrière a éclaté, parce que d'autres couches sociales ont émergé, parce que la société évolue. Donc, d'une part, il lui incombe d'accomplir sa mission originelle, de lutter contre l'exploitation, mais en même temps, il ne peut plus être le seul à porter cette lutte. Et il doit donc devenir un syndicalisme capable de contribuer à l'unification des mobilisations de toutes les personnes dominées, pas seulement exploitées, dominées, victimes chacune en ce qui les concerne de ce système.
Alors, on pense évidemment aux femmes, bien entendu, pour commencer, mais aussi les racisés, les privés d'emploi, les jeunes, les précaires, les ubérisés, les retraités, etc., etc., tous, d'une certaine façon, victimes d'un même système. Double mission, donc, pour le syndicalisme. Car d'une part, nous savons bien qu'il n'y aura pas de transformation radicale sans l'intervention du syndicalisme, puisque c'est lui qui touche au cœur de l'exploitation dans la lutte pour le partage de la valeur ajoutée, de la valeur créée, pardon. Mais en même temps, le syndicalisme donc ne peut pas réaliser à lui seul cette tâche gigantesque. C'est donc un syndicalisme qui ne peut pas être seulement un syndicalisme intégré, celui qui est partisan d'un dialogue social entre partenaires sociaux responsables, capables de négocier à la marge des petites améliorations aux nécessaires mesures indispensables à la sauvegarde de l'entreprise. On évoquait tout à l'heure le ruissellement, on est un peu dans la même problématique. Seules les entreprises sont créatrices d'emplois, donc tout pour l'entreprise. Bon, ce syndicalisme intégré, la CFDT pour ne pas la nommer, mais pas le nôtre. Mais ça ne peut pas être non plus un syndicalisme enfermé dans la seule défense du métier. C'était peut-être jouable au XIXe siècle, et encore dans la première moitié du XXe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable. Donc, ni intégré, ni enfermé, il faut donc construire d'une part un syndicalisme de transformation sociale, tel que le pratique la CGT, Solidaire et la FSU. Ça, la FSU dont je fais d'ailleurs, j'ai l'honneur de faire partie, j'ai oublié de le préciser. Bon, mais ce syndicalisme de transformation sociale, une étape intéressante, c'est pas avancer par étapes, mais il serait souhaitable effectivement que ce syndicalisme s'engage vraiment dans un processus de recomposition syndicale. Ça renvoie à une réalité. Bien souvent, CGT, FSU, Solidaire sont dans la rue ensemble pour des tas de raisons et sur des tas de revendications. Il faudrait effectivement que ce processus s'accentue. Et puis, et donc je vais en venir à ma deuxième partie, comment ce syndicalisme-là de transformation sociale doit aussi progressivement s'élargir vers ce que j'appelle un syndicalisme en commun. Et je vais donc maintenant mieux expliciter ce que ça pourrait être. Ah, ça y est, j'ai réussi. Bon. Alors, il est évident que ça ne se produira pas miraculeusement, ça ne viendra pas d'un coup de baguette agile, c'est quelque chose qui se construit dans la pratique du militantisme. Alors, bon, comme il doit me rester quand même un petit peu de temps, oui, ça va, je vais évoquer une expérience qui date un peu, qui m'a, parce que j'y ai beaucoup participé, mais pas que moi, qui me laisse un goût de trop peu, voire un goût amer de une expérience pas très très connue, mais qui me semble une bonne illustration de ce que pourrait être un syndicalisme en commun. Pour ce faire, je vais repartir, moi aussi un peu en arrière, en 1998. Le MEDEF, enfin CNPF devenu à cette occasion MEDEF, tient un congrès, alors tient un colloque, des journées d'études à Deauville, et c'est là qu'il lance ce qu'il appelle la logique compétence. Vous avez là sciemment construit, organisé, réfléchi la mise en œuvre d'une opération d'envergure du néolibéralisme et donc du patronat français. Il va se donner les moyens de bouleverser
et l'entreprise et le système éducatif français. Suffit d'ailleurs d'écouter ce qu'en dit Ernest-Antoine Sellière, patron du CNTF, puis du nouveau MEDEF. Cette logique compétence, dit-il, il s'agit d'une stratégie d'entreprise basée sur les compétences professionnelles qui doit être impulsée au sommet de l'entreprise. La compétence est une stratégie qui bouscule la logique de poste, met définitivement fin au taylorisme. Et il poursuit, la compétence est une politique d'entreprise construite sur la responsabilisation des salariés. Seul un dialogue social de terrain au sein de l'entreprise permet de responsabiliser, de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés et de renouveler les rapports sociaux sur la base d'intérêts partagés. Chaque mot compte. C'est fantastique. On a toute la logique de l'entreprise néolibérale condensée dans ces quelques mots. Et on y retrouve au passage le syndicalisme intégré qui va évidemment s'engouffrer là-dedans et la logique de l'entreprise. Alors, remise en cause donc d'une ancienne problématique de formation basée sur des savoirs qu'on accumule, débouchant sur une qualification professionnelle reconnue dans les conventions collectives et fixant donc les postes, les rémunérations, etc. Ça existe et on remplace ça par une logique compétence. Plus de qualification, des savoir-faire, des savoir-être. Qui fixe, qui valide ces compétences? Par l'éducation nationale, l'entreprise, bien entendu. Vous voyez, on change complètement de logique. Alors à partir de là, on pourrait se dire, puisque ça concerne l'éducation nationale au premier chef et le monde ouvrier qui va être impacté par ce bouleversement, on a là typiquement une action commune à mener entre confédération ouvrière et syndicalisme enseignant. Ça va être un peu difficile à mettre en œuvre. Il faut dire qu'en 71, loi de l'or de 71, se produit ce que j'appelle un Yalta, au terme duquel l'éducation nationale conserve sa chasse gardée de la formation initiale et les confs conservent la chasse gardée de la formation professionnelle continue. Chacun chez soi. C'est vrai que dans le syndicalisme enseignant, on avait eu des gens comme Schwartz, etc., qui avaient essayé d'attirer un peu dans le giron de l'éducation nationale ces problématiques, mais c'était largement tombé à l'eau. Et moi, j'avoue, quand je suis arrivé là-dedans, vers la deuxième moitié des années 90, j'étais devenu quasiment tout seul, sauf le syndicalisme enseignant de l'éducation professionnelle, bien entendu, mais eux, c'était plutôt la question des CPC, etc., qui les intéressait. Et poser une problématique plus globale, j'étais un peu seul à en parler. Néanmoins, à force de travailler avec mes camarades du SNUEF, avec quelques camarades du SNESUP, et avec des camarades de la CEGET, je pense notamment à Jamel Pescouk, qui vient de sortir d'ailleurs récemment un bouquin, 50 ans de formation professionnelle continue. Peu à peu, en quelques années, on va réussir un rapprochement absolument passionnant entre la CEGET et la FSU. Solidaire et hors cours, ça ne les intéresse pas ces questions, ils n'ont personne là-dessus, ils n'y connaissent rien, ils sont hors cours. Mais CEGET et FSU, on construit quelque chose en commun qui débouche, c'est peu connu, sur un colloque qui se déroule à Caen en 2009, plus de 500 participants, une journée entière, en présence pendant toute la journée de Gérard Asquiri, secrétaire général de la FSU, et Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT. Une journée entière avec les deux secrétaires généraux et plus de 500 participants, où on discute
de l'éducation permanente pour une formation émancipatrice tout au long de la vie. Alors, vous voyez, on a un travail commun qui vise à produire quelque chose d'émancipateur, quelque chose qui va servir à l'ensemble des travailleurs en leur permettant, en leur offrant une éducation permanente tout au long de la vie. Bon. Malheureusement, ça restera sans suite. Alors bon, pour des raisons de grande politique, évidemment, entre les partis politiques, les syndicats, les confédérations, etc. Bon, en plus, c'est pas de chance parce que peu de temps après, Thierry Notaon devient le secrétaire général. On sait que ça se passe pas très bien. Enfin bon, ça n'a pas facilité les choses. C'est d'ailleurs ironique parce que cette opération-là, elle s'est déroulée à Caen, et donc je dis je parce que j'ai vraiment beaucoup contribué. Il était à fond partant pour ce truc-là. Je me souviens même que lui, il était sur la ligne, mais la fusion CGT-FSU, mais ça y est, c'est plié, c'est réglé, on y va, perdons pas de temps. Thibault et ce qui arrivait étaient obligés de dire un peu de calme. Pas si vite. Et bon, donc on en restera là. Ceci dit, j'ai tenu à vous parler de ça parce que pour moi, c'est une illustration de ce que peut être construire du syndicalisme en commun. On travaille ensemble pour élaborer un projet revendicatif émancipateur et on essaie de le mettre en œuvre. Bon, alors maintenant, je vais conclure rapidement en rappelant que ce syndicalisme-là, il a déjà commencé à fonctionner. Deux illustrations seulement. Regardez comment maintenant il n'y a pas une confédération de transformation sociale, voire même de syndicalisme intégré, qui n'a pas totalement intégré les questions féministes. Et on vient de loin là-dessus. Mais maintenant, ça y est, ça fait partie des habitus, on vit là-dedans. C'est qui oserait ne pas mettre ces questions-là en avant? Bien entendu, tout le monde le fait. Alors quand je vois comment on sort d'une manif, hein, le 27 novembre, on était dans la rue, un certain nombre, bon, et la FSU comme les autres, mais je pourrais en dire autant de la CGT, a contribué, etc., etc. Ça fait partie donc des choses habituelles. Voilà, ça, c'est du syndicalisme en commun. Et puis, je terminerai en disant que, évidemment, la création, rappelez-vous, c'est pas vieux, hein, le 18 janvier 2020, de Plus jamais ça, qui débouche le 26 mai 2020 sur un programme de 36 propositions. Et ce n'est pas des propositions empilées, jetées en vrac, etc. C'est le produit d'un travail commun entre finalement une quarantaine d'OS et d'associations. Bon, ben là, on est clairement dans le syndicalisme en commun. Voilà. Je peux dire que le syndicalisme en commun, c'est une recomposition qui a déjà commencé. Merci Jean-Marie. Qui c'est qui a envie de réagir par rapport à ça? Non, je vais essayer d'être rapide. Oui, le problème pour moi fondamental est un problème de sens et la perversion. Donc, je me rappelle toujours la citation de Platon, la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Et la transformation du CNPF en MEDEF en est l'exemple absolu. C'est à savoir un patron, ça tape sur la table, ça dirige, un entrepreneur, ça entreprend. Et lorsque, après, on peut dire que pour certains, lorsqu'ils disent que le Code du travail, qui comprend 3000 pages de plus, est à réformer, ils veulent certainement le transformer en quelque chose qui a quatre mots. Casse-toi, comprends, de manière à pouvoir effectivement exercer. C'est ce problème de pouvoir de sens qui s'oppose à la construction commune. Et valable pour tous. Ce sera valable pour tous. Oui,
De même qu'il n'y a plus d'ouvriers, mais des collaborateurs. Bien entendu. Bon, en l'absence du président de séance, je ne sais Oui, pas. donc, je posais juste une question de comparaison. Quand je suis arrivé en France, je trouvais aussi un central syndical. Donc, nous, au Chili, jusqu'à maintenant, avant, c'était plus radical, ça s'appelait centrale unique de travailleurs. La CUT, Et oui. maintenant, il s'appelle centrale unitaire de travailleurs. De garder le même sigle. Et c'est vrai que je trouve que c'était plus clair pour les gens parce que cette centrale unitaire de travailleurs, il y a les professeurs qui sont là-dedans, il y a les ouvriers de la ville qui sont là, il y a les hospitaliers, il y a le fonctionnaire public, tout le monde est là. Et ça fait l'élection au suffrage universel, pour élire le président. Mais après, dans les listes, il est composé par rapport aux forces de chacun. Donc, quand il y a un conseil syndical, voilà, vous êtes là, et tout le monde va, c'est tout ça qui m'intéresse, vous avez parlé de syndicalisme en commun, c'est un peu ça. Mais pourquoi il n'y a pas une seule centrale qui va, on se bagarre, on discute, là, mais simplement, en Espagne, il y en a que deux, il y a la commission nationale et l'UGT, mais qui sont toujours ensemble. Et on ne sait pas laquelle de deux est le plus révolutionnaire que l'autre, parce que ce qui nous rapporte, c'est les discussions qu'ils ont entre eux pour avancer dans la revendication. Par exemple, en Argentine, il y a une seule, c'est CGT, qui n'a rien à voir avec la CGT française. Hein. Et après, en Bolivie, à la COP, Confédération ouvrière de Bolivie. Mais là-dedans, il y a aussi les professeurs, tout le monde est là. Ils n'ont jamais changé de nom. Ça permet de donner des batailles, à mon avis, de fortes. Parce que quand on la coûte. Bon. Maintenant, il commence à avoir de la force, parce que la dictature a fait beaucoup de mal. Le néolibéralisme aussi, parce qu'il dit que c'est pas Non, mais bon, en France, c'est le produit de l'histoire. Oui, je sais bien, mais pour en revenir. Le syndicalisme en commun, c'est la racine, si tout le monde est d'accord. Bon, moi, juste peut-être un témoignage sur l'idée que c'est quand même quelque chose qui est en train d'avancer de manière très concrète. D'abord, premièrement, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, aujourd'hui, on peut discuter sur la manière dont ça se fait, mais la formation professionnelle rentre à l'université et de manière volontariste, sans moyens, bien sûr, évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire, c'est une transformation institutionnelle qui est potentiellement, ça veut dire que automatiquement, ça doit régler le problème, mais potentiellement, elle est porteuse d'évolution, y compris très utile pour l'ensemble de la société, en termes une nouvelle représentation des parcours professionnels et l'idée que la formation, tout ne se règle pas dans la formation initiale. La possibilité de revenir de l'entreprise vers l'université, là je parle pour les qualifications supérieures, mais on peut les imaginer à d'autres niveaux de formation dans la formation telle qu'elle est construite dans notre pays. Évidemment, se pose qui paye, comment on finance, etc. Quels moyens nouveaux on donne à l'université? Parce qu'aujourd'hui, tout se fait avec les moyens de la formation initiale. Évidemment, un petit peu avec quelques subsides qui sont rapportés par les contrats de formation qu'on arrive à gagner. Et puis, il y a la nouveauté, c'est qu'on a nos propres centres de formation professionnelle pour adultes à l'intérieur de l'université pour les niveaux, évidemment, ingénieurs, techniciens, etc. Pour moi, c'est un choix fondamental. Je suis pour. Alors là, je le dis à titre personnel et je crois que c'est aussi partagé par mon organisation syndicale. Et j'ai souvent un vrai débat. Je le dis, on a eu des débats au Conseil académique de l'éducation nationale ici sur l'Aquitaine, parce que mes camarades de la FSU ne sont pas tout à fait sur cette longueur d'onde-là. Parce que quelque part, ils veulent tellement que la formation professionnelle ne soit que publique au sens traditionnel et échappe, entre guillemets, à la domination patronale, que de fait, on n'est pas du tout offensif sur, je dirais, les projets qui se développent et qui sont en train de transformer la manière dont la formation professionnelle
est mise en œuvre. Et donc, au lieu de faire comme la CGT, historiquement, puisqu'elle était beaucoup plus implantée, en tout cas implantée dans les entreprises, donc forcément, elle participe aux organismes, à la gouvernance des centres de formation professionnelle pour adultes, mais aussi au centre ça. C'est ça. Les CFA. Là. Et donc, ils pratiquent concrètement, c'est un terrain de lutte comme un autre, d'ailleurs, hein, qui est occupé. Mais à l'université, on est quand même resté sur la représentation de l'université académique, enfin, de transmission du savoir académique et de la production du savoir académique, et qu'on est un peu, on continue, mais de moins en moins, pour des raisons évidemment de transformation ultralibérale de l'université, forcément par la volonté de ses acteurs, mais de plus en plus, l'université est amenée, compris par cette transformation de ses structures, à fonctionner, à être obligée de prendre en charge complètement toutes ces problématiques. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. Contradictoirement, les transformations négatives que l'on a vécues, d'une certaine manière, nous ont obligés, alors là, je parle en tant qu'ancien secrétaire général de la CGT de l'Université de Bordeaux, je veux dire, nous ont obligés, je dirais, à changer, à investir avec beaucoup plus de force toutes les grandes questions auxquelles on est confronté, questions de société, questions de gestion, questions de démocratie. On a toujours frappé quand même, c'est que l'université est peut-être l'entreprise, excusez-moi, ce mot-là, le service public, bien entendu, mais c'est une structure qui est devenue tellement complexe aujourd'hui qu'elle se rapproche dans ses méthodes de gouvernance un petit peu de certaines entreprises. Et au passage, elle oblige, avec cette déconcentration qui a eu lieu dans les structures, elle nous oblige aujourd'hui à nous emparer d'abord des questions de gestion, des questions d'intervention, connaissance des bilans, enfin, tout ce qui est de gestion des plans de formation, etc. Des choses auxquelles on n'était pas trop habitué, parce qu'on déléguait à des spécialistes administratifs ou à des cadres, je dirais, tout le règlement de ces questions. Donc pour moi, ce bouleversement, contradictoirement, je dirais, nous amène, nous oblige, alors évidemment, est-ce qu'on est en capacité d'affronter cette mutation et de la subvertir, parce qu'évidemment, il n'est pas question pour accompagner l'ultralibéralisation de l'université. Mais je dirais de subvertir ce mouvement pour que l'université, elle prenne la place nouvelle qu'elle doit occuper dans la société française, en pas au-dessus d'autres institutions de formation, mais comme vraiment un lieu et un moyen, je dirais, y compris de bouleverser plein de choses. Sur la gouvernance, par exemple, en tout cas sur la démocratie dans l'entreprise, l'université est un terrain d'expérimentation extraordinaire. Je ne connais pas de lieu où il y ait autant de participation. Bon, évidemment, en train de dire que c'est super, c'est génial, que l'université tout se passe bien au contraire. Mais les modes de participation démocratique, c'est là qu'on voit bien que la structure ne règle rien. Parce qu'on a des conseils, on en a tellement que ça demande évidemment un investissement personnel assez conséquent pour être présent dans ces structures. Mais ça nous oblige à travailler beaucoup plus collectivement d'ailleurs. Et en même temps, on voit bien que ce n'est pas ça qui règle la question des choix politiques. Les grands choix qui irriguent aujourd'hui l'université. Oui, bien sûr. Bon, enfin, Bon, ok, sur le fait qu'on est de plus en plus compétent en matière de gestion dans les universités, mais en même temps, la priorité, ce serait qu'on en revienne au crédit récurrent en matière de recherche et en création de postes. Et derrière, il me semble qu'il y a aussi un problème qui est que le sens que l'on a, que le néolibéralisme donne au développement et à l'innovation, car effectivement, pousser le besoin et l'obligation d'innovation comme voulait la pousser Coco-Lachois, dans la lettre par exemple, lorsqu'il a capabilisé de lancer la réforme, donner des moyens pour ça, et qu'il a dit innover, et allez-y, n'ayez pas peur, principe de précaution,
Pierre Jacob. L'Institut Pasteur a échoué sur la mise au point du vaccin, parce qu'il en était au point de vérifier sa valeur. Et il a échoué parce qu'il a appliqué le principe de Corot. Le principe de précaution, ils ont été trop vite et non, ils ont Oui. tout. J'avoue que je ne suis pas très compétent là-dessus. Enfin, le fait est que oui, l'innovation est maintenant le maître mot, mais au service de l'entreprise. Exit la recherche fondamentale. C'est sûr. Juste une petite info, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il y a des listes communes, maintenant, CGT et FOSU, à l'université. Oui, Et elles font de très bons résultats. c'est vrai. Ce qui est tout à fait nouveau, je dirais, y compris dans le rapport que les universitaires établissent avec la CGT Oui. et avec la FSU, mais qui a une tradition ancienne. Oui. Vincent ? Je voudrais pas jouer le pas, mais on vient de parler de la FSU et de la CGT. À mon avis, ça fait des années, voire des dizaines d'années, qu'objectivement, la fusion de la CGT et de la FSU va de soi. Et il me semble que les seuls obstacles sont ceux de l'histoire, sont ceux de l'expérience et sont ceux de tout ce qui fait les raisons d'exister de la FSU d'une part et les raisons d'exister de la CGT de l'autre. Non, je crois qu'il y a un problème pour la CGT, c'est le droit de tendance. La FSU a le droit de tendance. Et ça, dans la CGT, ça passe pas, ça. Parce qu'en même temps, c'est vrai, moi, depuis 2005, j'ai vécu ça au jour le jour. Je veux dire, j'avais deux copains qui étaient permanents confédéraux à Montreuil en responsabilité des questions de formation professionnelle. On a beaucoup discuté de toutes ces questions-là. Eux aussi, on allait dans le même sens, que quelque part, objectivement, on a de plus en plus de revendications communes, une même approche, etc. Mais bon, d'abord, ça ne passerait pas tout seul dans la FSU non plus. Hein. Il y a une partie des adhérents qui tomberaient de la chaise si on leur disait qu'on pourrait envisager de discuter à la base, etc. Mais je te dis, la question du droit de tendance, c'est une épine dans le pied. Hein. C'est sûr qu'il faudra en sortir et à la CGT et à la FSU pour créer une nouvelle forme d'organisation qui tienne compte de ça. En tout cas, il y a des choses assez drôles, parce que quand on regarde, par exemple, les listes électorales de la FSU organisées en tendance existant au niveau national et ce qui se passe au niveau local, même dans des départements où les tensions entre les différentes tendances sont importantes, on se dit qu'il y a sûrement des possibilités, mais elles sont très lentes à se mettre en route et à se développer. Ceci dit, je pense que ce constat de fusion, de listes et autres n'était même pas envisageable dans la FSU il y a 15 ans, il y a 20 ans. Oui, 15 ans. Pas très Il n'y bien. a pas très longtemps de la CGT non plus. Et puis, il y a quelques tendances à la CGT qui ne sont pas déclarées. Qui ne sont pas déclarées. Oui, absolument. Qui elle aussi pousse à des hurlements. Ok, bon. Écoute, est-ce qu'il y a quelques questions? Non? Jean-Marie? C'est bon. On arrête là. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette nouvelle journée. Merci Jean-Marie. Ouais. Si tu as l'occasion, tu nous envoies ton texte. Oui, je vais le modifier 2-3 petits trucs. Ok, super.